Bon vendredi soir, c'est l'heure de Friday Night Sports Machine. Mon nom est Stevie Ray. Et cette semaine encore seul, puisque le télétravail attend mon coéquipier Claude Gravel encore cette semaine, qui sera bientôt avec nous. Et sans plus tarder, nous allons rejoindre quelqu'un qui a marqué l'actualité du sport de différentes façons. Il est écrivain, c'est un ex-joueur de la LNH. Il a œuvré avec les Flyers de Philadelphie, les Capitals de Washington. Et pour parler de choses et d'autres, allons rejoindre par voie téléphonique notre ami Robert Sirois. Bonjour Robert. Bonjour, ça va bien? Ça va bien toi? Très bien, très bien. Malgré le confinement, je me trouve des choses à faire. Ben c'est parfait ça, c'est ce qu'il faut, se tenir occupé, c'est la clé. Mon cher Robert, on constate que le Canadien représente une belle machine offensive cette année, beaucoup de changements dans l'entre-saison. C'est quoi ton appréciation de l'édition actuelle du Canadien et du match d'hier soir aussi, tiens? Écoute, j'ai été agréablement surpris, surtout que le Canadien, depuis même 2 décennies, a toujours beaucoup de blabla avant la saison. Et puis, ça se termine tout le temps en queue de poisson, presque. Alors, cette année, je pense qu'ils ont été chercher les éléments des joueurs d'impact qui changent vraiment l'allure de cette équipe-là. Les plus jeunes qui ont été repêchés, comme Suzuki et autres, prouvent, et avec l'expérience qu'ils ont déjà de la Ligue nationale, le Canadien a 4 bonnes lignes d'attaque. Alors, ce qui est très rare dans la Ligue nationale présentement. As-tu regardé le match d'hier, Robert? Oui. Écoute, je ne sais même pas si le Canadien va perdre un match. C'est la division canadienne n'est pas la plus forte, là. Faut se comprendre, mais quand même, je les vois même pas perdre de match contre toutes les équipes de cette division-là, surtout avec les joueurs qui ne jouent pas, mais qui peuvent remplacer n'importe quel gars qui pourrait se blesser d'une excellente façon. Ben, je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'on va perdre certains matchs, parce que ça, c'est bien certain, avec l'équilibre de la LNH. Ben oui, mais le Canadien paraît bien. Moi, je veux revenir sur ta carrière, parce que tu es censé venir à une autre émission bientôt, à la fin du mois. Mais il y a une question que je brûle de te dire depuis un certain temps. En 1975, tu te retrouves avec un groupe de champions, soit les doubles champions de la Coupe Stanley Flyers de Philadelphie. Et dans l'entre-saison, tu as échangé aux Capitals de Washington qui venaient de connaître la pire de toute l'histoire, de toutes les saisons, de toutes les équipes, avec seulement 8 victoires. C'est tout simplement la pire équipe de toute l'histoire de la LNH. Comment as-tu fait psychologiquement pour partir des champions au pire? Bon, pour commencer, j'ai été repêché en 1974 par les Flyers, leur deuxième fois repêchage. J'étais avec eux lors de la deuxième Coupe Stanley contre Buffalo. Les Flyers m'avaient monté de la Ligue américaine fin janvier pour la fin de la saison. J'étais le deuxième marqueur de la Ligue américaine. Et malheureusement, après mon 3e match, j'ai eu une grave blessure au dos qui m'a suivi toute ma carrière. J'ai eu 2 disques de déplacés, 3 mois à l'hôpital à Philadelphie, et en traction lombaire et piqûre de cortisone dans le dos. Je suis revenu au jeu l'année d'après, donc en entraînement des Flyers, j'ai fini 2e compteur de l'équipe, mais on m'a envoyé à Richmond dans la Ligue américaine en me disant très bien que c'était normal, ça faisait plus de 8 mois que je n'avais pas joué. Alors, j'étais encore une fois 2e marqueur de la Ligue américaine. On m'a téléphoné le 15 décembre pour me dire, on t'a échangé à Washington, on n'a pas de place pour toi, puis on ne veut pas que tu perdes ton temps dans la Ligue américaine. Alors, j'ai été très chanceux. Je suis ramassé avec une équipe qui était la pire de la Ligue nationale à ce moment-là. Alors, j'ai joué sur la première ligne tout le temps. Ma première saison que j'ai joué presque complet, je me suis ramassé au match des Étoiles. Ça m'a permis quand même de ramasser 212 points, 286 matchs. J'ai joué au match des Étoiles en 78. Et ce qui devait arriver arriva. Mon dos a lâché, j'ai eu 2 ruptures de disque, microchirurgie dans le dos, et ma carrière s'est terminée à 27 ans. Ben c'est pas facile. C'est très positif parce que le fait que les Flyers, le neurochirurgien avait décidé de ne pas m'opérer en
1974, de laisser... parce qu'une opération en 1974, il n'y avait pas de microchirurgie à ce moment-là. Ma carrière se terminait là. Fait qu'ils m'ont fabriqué un corset en cuir avec 2 tiges de métal dans le dos qui suivaient mon dos. Et ça m'a donné 6 ans, ça m'a donné 6 ans professionnels grâce à eux. Bon, ben on aura la chance, mon cher Robert, d'en reparler dans une autre émission. Alors, je te souhaite une belle journée. Merci de cette intervention. On va se reparler très bientôt, Robert. OK, puis peut-être que le Canadien n'aura pas perdu le match encore à ce moment-là. Puis, faut que je te dise, je ne suis pas un fan du Canadien, mais je dois admettre que cette année, là, agréablement surpris. Merci, Robert. Bonne journée. Merci, au revoir. On va maintenant faire la revue de la semaine du Canadien de Montréal. Samedi dernier contre les Canucks, on s'attendait à une revanche, étant donné qu'il y a eu un coup sauvage à l'intention de Joël Armia. Mais c'est un autre Joël qui s'est chargé du grand Tyler Myers, le grand fanal de 6 pieds 7. La semaine dernière, j'ai dit 6 pieds 9, ça c'est en patin. Donc, Joel Edmondson, qui est venu le corriger, il avait averti déjà, dès la période d'échauffement, qu'il aurait son 15 minutes, le beau Tyler. C'est ce qui est arrivé. Mais ce qu'on remarque présentement, c'est qu'il n'y a pas d'impact avec ces bagarres-là. Ça vient d'une autre époque, mais la NHL est encore dans une vieille mentalité. Pas de suspension, les bagarres sont tolérées. Ça n'a pas été un tournant, comme je vous dis, aucun impact dans le match. C'est une façon de faire qui est tout simplement dépassée. Aussi, ce qu'il faut dire, c'est que de se cogner dessus avec la visière, on peut aller chercher tout simplement d'autres blessures au niveau des mains. C'est tout à fait stupide. La LNH devrait s'inspirer de la NFL avec une tolérance zéro pour les bagarres. Le jeu robuste, oui, mais pas de violence. Maintenant, toujours samedi, sans que ça paraisse, notre ami Carey Price a été chercher sa 350e victoire chez lui à Vancouver. Et Julien, moi j'ai aimé sa dose de sagesse qui, après le match, a dit qu'il était heureux, mais pas satisfait encore. Le Canadien a encore des points à travailler. Je pense que c'est le mindset dans lequel on devrait se retrouver. Sur le CH, maintenant, les commentaires positifs pleuvent. Cette semaine, Danny Dubé, au 98.5, a tout simplement dit que le Canadien représentait une équipe menaçante qui joue upbeat, qui est très grosse, parce qu'effectivement, on s'est grossi et pas mal à part de ça durant l'entre-saison. Et Pierre Maguire, lui, la voix de NBC et de TSN Radio, très respecté dans le milieu, un analyste de premier plan, ex-entraîneur de la LNH, dit du Canadien, eh bien, le CH, c'est l'équipe la plus rapide de la Ligue nationale, surtout que Tampa Bay, présentement, manque les services de Kucherov, un attaquant très important. Donc, le match d'hier, c'était un retour à domicile après 6 matchs sur la route, sans défaite en temps régulier. Mission accomplie, quand on réussit à revenir de la route avec 6 matchs sans défaite en temps régulier, c'est un exploit. Mais attention au retour, parce que souvent, après un long voyage sur la route, on voit des équipes qui semblent décontenancées à leur retour. Mais là, il n'y avait pas de spectateurs. Donc, est-ce que c'est vraiment un avantage de la patinoire? Mais la plus grande réussite du Canadien de Montréal cette année, c'est d'avoir changé la culture. On a maintenant une attitude gagnante. On ne repose pas nos succès seulement sur un gardien de but et un gros défenseur. Si on regarde le classement de la division canadienne, aujourd'hui, vendredi, le Canadien est premier. Et la première observation qu'on fait, c'est qu'on savait que ce serait une très compétitive division. On voit qu'Ottawa n'est pas dans le plan du tout, mais ça aussi, on l'avait prévu. Maintenant, le CH est favori, considéré comme l'équipe numéro 1 presque de la Ligue jusqu'ici. Faut dire aussi qu'on a une bien meilleure attaque qui est beaucoup améliorée. Une statistique aussi qui veut tout dire sur la profondeur du CH. Le week-end dernier, on a fait des comparaisons et la différence du temps utilisé entre le joueur le plus utilisé du Canadien et le moins utilisé n'était que de 5-6 minutes. Et ça, c'est très bon. On va être moins fatigué plus la saison va avancer. Tandis que chez Toronto, qui est une équipe déséquilibrée, super attaque, mais pas très fort en défense, il y a une différence de 19 minutes entre le plus utilisé et le moins utilisé. Et comme je vous le dis, ça va faire une différence aussi au niveau de la fatigue, plus la saison va avancer. Si on revient au match d'hier contre les Flames, belle initiative du Canadien de Montréal, c'est dans le ton, c'est simple, c'est véritable. C'est donner la chance aux travailleurs de la santé, spécialement ceux de première ligne, de venir faire la présentation de l'édition actuelle, soit 2020-21, des joueurs du Canadien. Ça, c'est un moment que plusieurs d'entre eux ne vont jamais oublier. Et pour revenir au match d'hier, le Canadien, oui,
une attaque dévastatrice, mais il faut dire que jusqu'ici, on a affronté seulement des gardiens numéro 2 ou des gardiens de second ordre, mais il faut dire que l'attaque est là. Quand même qu'on mettrait Dominique Hachek devant le but adverse, le Canadien va finir par vous percer la muraille, parce que ça vient de tous bords, tous côtés. On a vraiment 4 trios bien équilibrés. Avant le match d'hier, les Flames étaient à 33% sur l'efficacité de l'avantage numérique, mais à 5 contre 5, c'est une équipe très ordinaire. Et le 5 contre 5, ça, c'est la base. Et pour vous dire, contre Toronto, cette semaine, 2 défaites par un but. Et dans l'un des 2 matchs, ça a pris 19 minutes avant que les Flames n'arrivent à faire un lancer au but. Rare semaine calme du Canadien cette semaine. On continue à accumuler les victoires, encore comme hier. Ce que je remarque aussi cette année, beaucoup de poteaux sont frappés par les joueurs des 2 équipes. Et ça rajoute aussi un élément spectaculaire. Donc, victoire de 4-2 hier contre les Flames. On a déjà 5 buts en désavantage numérique cette année. Hier, 2 buts en avantage numérique. Et quand on voit Suzuki à l'œuvre, une chance qu'on n'a pas fait l'erreur de l'échanger, parce qu'il joue déjà comme un vétéran de 27-28 ans. Le Canadien, comme je vous le rappelle, ça tout le monde le répète, c'est 4 trios bien équilibrés, les unités spéciales qui fonctionnent à plein. Et quand tes joueurs principaux produisent, c'est le signe numéro 1 que ton équipe va sur les bons rails. Et quelle passe aussi de Nick Suzuki hier à Toffoli. Vers la fin de la 2e période pour son 6e de la saison, en plus en désavantage numérique. C'était vraiment un but de toute beauté. C'est triste aussi en fin de match, il ne restait à peine que 2 minutes et on a accordé 2 buts pour le blanchissage de Carey Price. Il faut s'attendre samedi à voir les Flames affamés qui alignent les défaites là, depuis un certain temps. Pour finir avec le CH, on va parler d'humilité et de réalisme. Moi, j'ai bien apprécié cette semaine le point de presse mardi donné par Claude Julien, l'entraîneur-chef du Canadien de Montréal, qui a parlé de la crise du COVID et il a dit, nous, les joueurs professionnels, les entraîneurs dans une ligue de premier plan comme ça, nous sommes privilégiés. Plusieurs personnes dans la population ont perdu leur travail et comme je vous le dis, moi, de voir un entraîneur comme ça qui fait des millions, mais qui se dit privilégié. J'aime sa dose de réalisme et il dit aussi que le hockey vient redonner un peu de joie pendant ce confinement. Ça, c'est bien certain. Claude Julien, c'est un entraîneur très respecté dans le monde du hockey. Il est véritable, il est vrai, il est sympathique, il est aimé d'à peu près tout le monde. Et ce n'est pas vrai qu'il est dur avec les jeunes joueurs. Ce n'est pas vrai du tout. Et parlant d'humilité, maintenant, on va aller vers la NFL et parler de Tom Brady. Parce qu'on a un receveur de passe en studio qui reçoit sa 2e passe cette année. Il a réussi. Premier et les buts. Donc, il est 2 en 2. Mais le fait saillant de la semaine pour la NFL, eh bien, c'est cette victoire des Buccaneers de Tampa Bay à Green Bay. Ça, c'était un classique. C'était du bonbon. Un seul obstacle maintenant pour le Super Bowl, ce sont les Chiefs. Les Buccaneers, 3 victoires sur la route pour arriver à jouer au Super Bowl. On a battu Drew Brees en Nouvelle-Orléans, Aaron Rodgers à Green Bay. Et comme je vous le disais, ça prenait une performance parfaite. Ça n'a pas été parfait. Ce sera la première équipe à recevoir le Super Bowl à domicile. Ça, vous le savez, on en parle partout, les Buccaneers. Et après la victoire contre Green Bay, des propos teintés d'humilité et de générosité de la part de Tom Brady qui se dit heureux. Il a mis l'accent sur ses coéquipiers, ses amis, sa famille. Pas une once d'ego dans le discours de Tom Brady. C'est probablement le secret de sa réussite. Il est bien groundé, comme on dit en bon jargon québécois. C'est pas quelqu'un qui a la tête enflée. Il est en train de prouver que, ça c'est une question que j'avais posée à plusieurs sportifs, qui de Bill Belichick et de Tom Brady avait quelque chose de plus à prouver que l'autre avec son départ des Patriots. Il est en train de prouver vraiment qu'à lui seul, avec son équipe, il peut arriver à de bons résultats. C'est pas Bill Belichick nécessairement qui était derrière ses succès. C'est l'exemple parfait en tant qu'athlète et comme homme et qui reste calme malgré les émotions. Un véritable leader. Il a parlé d'accomplissement jusqu'ici de son équipe. Et n'oubliez pas, Tom Brady a choisi une équipe qui n'avait pas fait des séries depuis 12 saisons. Il n'a pas choisi un marché où ce serait facile de se rendre au Super Bowl. Encore plus de crédit pour lui. Contre Green Bay dimanche dernier, c'était un classique. Du bonbon. Un match décousu, par contre, on a eu peur avec les 3 interceptions accordées par Tom Brady. Au total des verges, ça se ressemble beaucoup. Tampa Bay 351, Green Bay 381. Mais la clé, c'est la défensive des Bucs. 5 sacs du quart. Ils sont en mission, les Buccaneers de Tampa Bay et Tom Brady, depuis le début, depuis sa signature. Et le tournant, je dirais, dans ce match, c'est le revirement au début de la 2e demi. Et la bonne nouvelle, pour les partisans des Bucs et pour ceux qui prennent des paris,
c'est la défensive qui a remporté ce match dimanche. Donc, il n'y avait aucun momentum du côté de Green Bay. Il n'y avait vraiment rien à faire. Imaginez maintenant quelle histoire, le happy ending, le Super Bowl. C'est hollywoodien au maximum. S'il fallait qu'il gagne, ce serait vraiment digne d'un film d'Hollywood. On peut dire que ce match représente la passation du flambeau. C'est-à-dire le monument, le visage de la NFL, Tom Brady, déjà depuis presque 20 ans, qui affronte la relève en Patrick Mahomes. Quel scénario! Maintenant, est-ce qu'il va prendre sa retraite avec, comme on voit au hockey, avec une Coupe Stanley, on a vu ça avec Raymond Bourque, Jean Béliveau, mais qu'il gagne ou qu'il perde, peu importe le résultat, c'est la cerise sur le Sunday, sur cette belle carrière qui ne finit plus de nous épater. C'est excellent pour la NFL parce que c'est encore et de loin la ligue numéro 1, la ligue principale de sport professionnel sur la planète. Et aux anti-Brady, ceux qui sont contre Tom Brady continuellement, moi je dirais que c'est une longue carrière fructueuse, sans histoire hors du terrain, et ça compte. Ça compte beaucoup. C'est un exemple multiple sur plusieurs thèmes, son éthique de travail, sa régularité, sa longévité, et ses trophées, évidemment. Ça fait de lui, Tom Brady, un des plus grands gagnants de toute l'histoire du sport professionnel. Il est sur la même liste, disons, j'ai fait une courte liste là, pour m'amuser avec vous. LeBron James, Michael Jordan, Reggie Jackson, Babe Ruth, Derek Jeter, faut pas l'oublier celui-ci, Jean Béliveau, plusieurs Coupes Stanley lui aussi, là, toutes les mains sont remplies de bagues, Gordie Howe, Ken Dryden, qui n'a joué que 8 ans, il a 6 Coupes Stanley, Wayne Gretzky évidemment, la famille Richard avec Maurice et Henry, et j'en passe. Le Super Bowl, ça va être un classique contre les Chiefs, et hier, Tom Brady, en point de presse, a dit que c'était une année magique, qu'il veut finir la job, et tout ça, c'est pour son entraîneur-chef. Maintenant, un mot sur son épouse, parce que ce couple ne finit plus aussi de nous épater. Gisèle Bündchen a été découverte, elle avec, c'est un scénario d'Hollywood, a été découverte alors qu'elle était dans un McDo en France par une agence française. Comme je vous dis, elle aussi, c'est une vie remplie de beaux moments. Elle dit de son homme, Tom, qu'il s'entraîne 365 jours par année et les seules fois où il triche, il s'accorde un cornet à l'avocat. J'aimerais pas ça, il me semble que c'est pas une belle saveur, mais c'est son choix. Et pour vous parler de la misère des gens riches et célèbres, Tom Brady vaut 400 millions, Gisèle en vaut 200 millions, et à la blague, certains disent que c'est bien certain qu'elle n'est pas avec lui pour l'argent, elle vaut déjà 200 millions, à moins qu'elle soit vraiment très gourmande. Maintenant, un mot sur les Bills, c'est une belle histoire qui se termine, le meilleur reste à venir, mais l'erreur des Bills la semaine dernière, c'est d'avoir pris les devants 9-0 contre les Chiefs. Ils ont réveillé un ours, les Chiefs fâchés, ça fait peur. La mauvaise nouvelle aussi pour les autres équipes de la même conférence, c'est qu'ils ont été 20 ans dans la même conférence justement que les Patriots. Donc, peu de chance de se rendre au Super Bowl. Et cette fois, ce sont les Chiefs et Patrick Mahomes qui sont dans la lentille. Donc, pas facile. Et un fait maintenant sur l'entraîneur-chef des Chiefs de Kansas City, Andy Reid. Ses preuves sont faites. Oui, il a une bague. Mais il va passer à l'histoire comme un des plus grands gagnants lui aussi. Parce qu'il faut se rappeler qu'il a amené son ancienne équipe, les Eagles de Philadelphie, 3 fois d'affilée en finale de conférence, soit en 2002, 3 et 4. Avec ses Chiefs, il vient faire la même affaire cette année, la même chose, c'est-à-dire 3 présences d'affilée en finale de conférence. Maintenant, ma prédiction pour le Super Bowl, je vais vous dire seulement une chose, parce que je suis déchiré entre mon cœur, Tom Brady, et la logique. Mais je pense que la logique commence à prendre le bord tranquillement parce que les Chiefs ont peut-être certaines faiblesses que pourront tirer avantage cette semaine, les Buccaneers. Je vous dis que ça va être un match très serré. Je m'attends jusqu'au dernier jeu. Je souhaite que Tom Brady gagne. Maintenant, je vais vous parler, on va changer de sujet, je vais vous parler d'une ville en particulier dans le sport professionnel. Et certaines villes n'ont pas de chance, il n'y a rien à faire, ne gagnent jamais de championnat, et d'autres ont toutes les chances du monde. Je vais vous parler dans ce cas de la ville de Tampa Bay. Ils ont la Coupe Stanley, puisque le Lightning l'a emporté lors de la finale 2020. Les Rays au baseball, malgré qu'ils n'ont pas tellement d'argent à dépenser, se sont rendus en série mondiale. On voit que c'est une belle équipe pour longtemps. Et maintenant, les Bucks et le Super Bowl qui aura lieu à Tampa Bay. Quelle année pour cette ville. Maintenant, on va y aller avec un petit peu de patinage. Le fameux échange entre Columbus et les Jets de Winnipeg, finalement a connu un dénouement. C'est sûr que Winnipeg maintenant se retrouve avec 3 centres de qualité, spécialement les 2 premiers. Ça leur donne un one-two punch, comme on dit dans le monde du sport, avec Mark Sheffley et Pierre-Luc Dubois. Et le 3e centre, Laurie, vient compléter.
C'est un échange qui laissait démontrer maintenant que c'était devenu évident que c'était une guerre entre Pierre-Luc Dubois et son entraîneur Tortorella. Ça prenait aussi un jeune joueur échangé contre un autre jeune joueur parce qu'un joueur de cette trempe qui n'a que 22 ans, tu peux pas échanger ça contre un vétéran, c'est pas vrai. Les experts disent que les deux équipes sont gagnants. C'était une guerre d'usure, une guerre d'ego, gagnée par Dubois, on peut le dire. Et peut-être que dans le cas de Pierre-Luc Dubois, ça va le suivre parce que d'annoncer un mois avant la saison qu'on ne veut plus jouer ici, sans donner de raison, ça perpétue, comment je pourrais dire, les préjugés contre John Tortorella et le fait que plusieurs joueurs ne veulent pas jouer dans un marché comme Columbus, qu'ils disent plate, tout simplement. La dernière présence également de Pierre-Luc sur la glace, alors qu'intentionnellement, il ne donnait pas de rendement. Ça peut laisser des traces. Maintenant, dans cet échange, Paul Maurice des Jets qui dit vouloir accueillir à bras ouverts Pierre-Luc. Et c'est sûr que quand tu te sens désiré, c'est un peu comme dans un couple. Si tu te sens désiré, ben, tu vas produire. Et les statistiques maintenant de Dubois ne sont pas merveilleuses. En 17-18, il a marqué 20 buts. L'année suivante, l'année 2019, 27. L'an dernier, seulement 18. Moi, je continue de dire que Laine est un joueur peut-être unidimensionnel, mais un marqueur de 35-40 buts, ça court pas les rues. Il y avait 3 équipes postulantes pour avoir Pierre-Luc Dubois, évidemment le CH, les Jets et les Ducks. Patrick Laine devrait faire ses débuts mardi avec sa nouvelle équipe. Lui aussi va connaître du succès parce qu'il a le compas dans l'œil. Mais Winnipeg, de leur côté, a su, comment je pourrais dire, garder le cas secret, la discrétion, c'est très important, mais pas Columbus. Parce que John Tortorella, lui, se promenait de station de radio en station de radio. Et il continue, lui, le directeur gérant, de déblatérer sur le dos de Pierre-Luc Dubois. Ça aussi, c'est pas très bon. Il y a anguille sous roche. Ce qui nous amène maintenant à parler de la NBA, parce que c'est une mode, ça, les super vedettes qui tentent de déterminer où ils vont jouer. On peut dire des primadonnas. Les contrats sont trop lourds, trop onéreux. Quand on tombe avec des contrats de 100 millions de dollars, on peut maintenant, semble-t-il, décider où et quand on va jouer. Maintenant, la NFL est prise avec un cas semblable, avec Deshaun Watson. C'est une mode qui nous vient de la NBA. Qu'on soit agent libre ou même sous contrat, là, on décide pas mal de tout. Ce sont de gros contrats qui deviennent des patates chaudes. On n'a qu'à penser à James Harden dernièrement qui s'est retrouvé avec les Nets de Brooklyn. On lui a fait une faveur en échangeant avec des copains. Patrick Laine, Pierre-Luc Dubois. Maintenant, il y a Aaron Rodgers qui vient compléter la liste des bougons. On va revenir sur la LNH. Moi, j'aime bien le bon côté des séries de 3 ou 4 matchs. Après seulement 2 matchs, on a l'impression qu'on est dans une série éliminatoire. J'ai l'impression que ça va rester. Moi, je suis pour. Un mauvais coup, un coup salaud, et le lendemain, on peut se reprendre, tandis qu'avant, ben, les Jets, on les aurait peut-être affrontés seulement dans 3 mois. Le spectacle n'est que meilleur et relevé. Maintenant, aussi pour la COVID, on voit des résultats de jouer sans bulle. Plusieurs matchs remis. Cette semaine, on a vu les Knights de Vegas qui est obligé de mettre comme à l'écart tout le personnel d'entraîneur. C'est le personnel des Silver Knights de la Ligue américaine de hockey qui est venu prendre la place pour diriger ce match. Il y a 3 clubs maintenant jusqu'ici qui sont frappés par la COVID, soit les Stars de Dallas, la Caroline et Vegas. On commence à dire dans le milieu du hockey peut-être on devrait rétrécir le calendrier à 50 matchs si ça continue à se propager, parce que le calendrier est très compressé à 56 matchs. Et pour terminer, maintenant, on va y aller avec certains potins et faits divers. Wayne Gretzky, cette semaine, la semaine dernière, c'était Mark Messier qui célébrait son 60e anniversaire. Eh bien, cette fois, c'est Wayne Gretzky. C'est un joueur générationnel. Moi, personnellement, il m'a marqué. Je vais revenir sur un événement, le 30 décembre 1981, donc il y a 40 ans. Il ne manquait que 5 buts à ce 39e match pour Wayne Gretzky pour faire le fameux 50 en 50. Son père, ne croyant pas qu'il marquerait 5 buts ce soir-là, était absent, lui qui suivait Wayne partout. Et cette semaine, sur les ondes de TSN Radio, Kerry Fraser, un arbitre qu'on a bien connu à Montréal, on n'a qu'à penser au but d'Alain Côté, a dit qu'il a arbitré ce match-là et qu'il voyait bien que Wayne se dirigeait vers un 5e but probablement. Il voulait être sur la photo pour annoncer le but. Mais Wayne a marqué dans un filet désert et c'est une déception pour Kerry Fraser qui n'est pas sur cette photo historique. Et pour ceux qui disent Wayne Gretzky n'est peut-être pas le meilleur joueur de tous les temps, moi je vais vous avancer une statistique qui veut tout dire. 100 passes dans la même saison, seulement 3 joueurs ont réussi ça. Un défenseur, Bobby Orr, on le connaît tous, qui a marqué l'histoire de la LNH. Mario Lemieux, aussi en une saison, a accumulé 100 passes. Et Wayne Gretzky aussi l'a fait 11 fois. Ça vient clore le débat.
On va parler un petit peu encore de la misère des gens riches et célèbres, cette fois de Philippe Danault, qui dit non à un contrat de 6 ans de 30 millions de dollars. Moi, j'ai l'impression qu'il va regretter d'avoir refusé. On dit qu'il est trop gourmand, mais un peu de sacrifice pour rester à Montréal. Je pense qu'il a un but seulement en 23 matchs, si on compte le match d'hier. Donc, ça regorge pas de statistiques du côté de Philippe Danault, qui joue de moins en moins. Il veut éviter d'être un joueur étiqueté, joueur défensif, mais c'est aussi méritoire de jouer de l'autre côté de la patinoire pour affronter les centres numéro 1. On n'a qu'à penser à Guy Carbonneau, qui a fait une très belle carrière. Ben justement, il est en train de faire place peut-être à Jake Evans. C'est un exemple pour les jeunes. Un joueur repêché au 7e tour. On disait qu'il avait un mauvais coup de patin au début, mais avec la patience, on voit que c'est un joueur maintenant qui apporte beaucoup de stabilité. Dans le monde du hockey, ce qu'on disait de lui au début, c'est qu'il a un hockey sense, un sens du hockey très développé. Et il a beaucoup amélioré son coup de patin. Je vais vous faire une comparaison maintenant, puisque Alexis Lafrenière a finalement enfin marqué son premier but hier en prolongation sur une belle passe de Colin Blackwell contre les Sabres à Buffalo, qui porte le numéro 13, Alex Lafrenière, et il a marqué à 2,47. Si on accumule 2, plus 4, plus 7, on arrive à 13. Est-ce que c'est un signe? Je vais faire une comparaison entre deux Alex, soit Alexis Lafrenière et Alexandre Ovechkin, qui lui a connu un impact immédiat. Et c'est pour ça que moi j'ai un peu des doutes avec Alexis Lafrenière. Je ne dis pas que ça ne sera pas un bon joueur, mais ça ne sera peut-être pas un joueur qui va passer à l'histoire. À son premier match en carrière en 2004, soit le 5 octobre 2004, Alex Ovechkin a marqué en deuxième période à 7 minutes 21. Puis encore en deuxième période, il a marqué à 11 minutes 51 secondes. Donc après un demi-match seulement en carrière, il avait déjà 2 buts. Ça veut tout dire. Et en passant, c'était dans une victoire contre Columbus de 3-2. Et le 5 octobre, c'est la date de son premier match en 2004. Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, c'est la date de naissance de Patrick Roy et de Mario Lemieux. Un mot en terminant sur les Alouettes, chapeau. Ce matin, on apprend que c'est le retour de Calvillo, avec Anthony Calvillo, avec l'équipe qui est engagée à titre d'ambassadeur. C'est une très belle initiative. Il pourra garder ses fonctions avec les Carabins. Lui, c'est un joueur qui a marqué l'histoire du football. C'est très important sur le terrain, par contre, à Montréal, d'avoir des équipes gagnantes, comme vous le savez, parce que Montréal carbure aux victoires. Sur ce, ici Stevie Ray, ça complète l'émission. Merci d'avoir été des nôtres. Bon week-end.